Ouais, là. Merci à Rémi Marand de nous rejoindre pour cette invitée de la semaine. Alors, vous savez que c'est bientôt terminé pour le premier semestre. Il reste encore 2 autres interventions. Je rappelle que à l'avant-dernière intervention, je fais un tirage au sort parmi les articles sélectionnés et que la personne en question viendra à ma place, le dernier invité du semestre. Donc, on vous donnera du coup le nom pour que vous puissiez préparer. C'est sympa. Donc, Rémi Marron va se présenter tout seul, comme un grand. Comme un grand. Qui vous êtes? Alors, bonjour à tous. Alors, en quelques mots, donc, pour commencer, on va dire que je suis entrepreneur dans le numérique et dans le vin. J'occupe plusieurs casquettes en fait. Donc, pour commencer par la casquette entrepreneuriale, donc il y a à peu près 1 an, j'ai lancé un projet qui s'appelle Comca Vigneron, qui est un projet du coup qui est dans le domaine du vin et le numérique. Hein, ça, c'est l'ADN du projet. L'objectif, hein, c'est de proposer aux professionnels du vin un réseau social. Ça, c'est pour je dirais la première partie. Donc, c'est sur un projet où on est 2 personnes. Sur l'autre volet de mes activités professionnelles, j'ai une part d'enseignement. Donc, je suis formateur en école supérieure dans tout ce qui est domaine du web marketing et qui est du coup une deuxième casquette qui me permet du coup de développer aussi plus tranquillement des projets entrepreneuriaux qui parfois aussi sont des projets qui sont forcément difficiles au niveau financier à assumer quand on développe des projets comme par exemple un réseau social où la rentabilité n'est pas non plus la chose qui vient en premier. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce volet-là formation pour ça et également en l'occurrence pour le plaisir que je prends à enseigner. Autre casquette que j'ai également, c'est que sur Nantes, donc j'ai un espace de coworking, qui s'appelle l'Esperluette. Donc j'ai cofondé cet espace de coworking en 2013. On est situé juste à côté de la place de la Cathédrale. Aujourd'hui, on a 8 coworkers. Sur cette aventure, du coup, on a 7 coworkers en fait qui payent du coup pour être présents avec nous. Et puis on a une place qu'on appelle la place en résidence. Cette place en résidence, du coup, notre objectif, c'est de la proposer à une personne qui se lance dans l'aventure entrepreneuriale, comme nous, on a pu le faire un peu auparavant, qui n'a pas forcément du coup les moyens d'avoir un bureau et qui pourtant en a besoin pour avancer dans son projet. Et du coup, on met à sa disposition de manière gratuite une place de coworking pour 3 mois. Donc, ce qui est intéressant au niveau si on brosse le paysage du coworking nantais, hein, c'est quelque chose qui est en grand développement. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez déjà pu vous intéresser. En tout cas, sachez que le coworking, c'est quelque chose qui développe de plus en plus. On a de plus en plus de personnes qui créent leur propre activité et qui du coup cherchent un lieu de travail pour pouvoir développer leur activité. Et donc, on a de plus en plus d'espaces de coworking sur Nantes. Hein, on en a au moins une vingtaine en essayant de les recenser. Donc, on est un espace de coworking parmi d'autres. Et cet espace de coworking s'appelle l'Esperluette. Alors, l'Esperluette, pour ceux qui ne savent pas, c'est le « et » commercial, hein, le petit « et » que vous avez sur votre touche de clavier en haut, là, à côté de la touche 1 ou 2, je ne sais plus exactement. Touche 1. Voilà. Pourquoi Esperluette? Du coup, c'était l'idée d'accompagnement, hein, le et qui accompagne les autres aussi. Donc, c'était ce sens-là qu'on a voulu donner à notre espace. On n'a pas eu de problème jusque-là. Hein. Je pense qu'on ne l'a pas fait orange, donc déjà, on s'est abstenu. Donc ça, voilà, c'est l'autre volet. Donc ça, c'est les 3 principales activités, on va dire, qui m'occupent au quotidien. Gérer un espace de coworking, c'est surtout, au-delà de l'administratif, c'est surtout de l'animer, en fait, qui est le plus dur, entre guillemets, et qui est le plus intéressant. Parce que, en fait, quand on a 8 coworkers, en fait, ça ne fonctionne pas tout seul non plus. C'est-à-dire que si chacun est dans une activité qui est indépendante,
Et si on n'apporte pas du lien à un moment donné, en fait, il se passe pas grand-chose. Donc c'est très intéressant d'essayer de proposer des choses en fait aux coworkers, que ce soit des temps où on va déjeuner ensemble à travers ce qu'on appelle des co-lunch. Par exemple, un co-lunch, c'est chacun apporte quelque chose à partager avec les autres et du coup, on déjeune tous ensemble autour d'un repas thématique idéalement, de proposer des animations le matin, de proposer des animations en soirée, etc. Donc voilà, l'animation d'un lieu de coworking, c'est quelque chose qui est assez passionnant et voir que aussi, à un moment donné, les coworkers ne deviennent pas seulement coworkers, mais aussi en fait un peu partie prenante de l'aventure et se plaisent du coup à prendre part au jeu. Parce qu'on est sur une association du coup, un espace de coworking. Si un jour vous voulez vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale au niveau coworking, sachez qu'il est compliqué de vivre en fait de cette activité. C'est bien avant tout, nous on a créé cet espace de coworking parce qu'on était 3 indépendants à l'époque. Moi j'étais plutôt développeur web, je travaillais avec une graphiste et également du coup j'avais un autre ami qui était développeur web et on a développé cet espace de coworking du coup en se disant nous on a envie d'un bureau et tant qu'à faire on a envie de le partager aussi avec d'autres personnes. Mais en tout cas c'est absolument pas pour en vivre, mais c'est bien l'idée d'avoir une association où chacun du coup va pouvoir mutualiser un petit peu les différents moyens et c'est pour ça qu'aujourd'hui on implique aussi nos autres coworkers dans la gestion de l'association de manière à avoir vraiment un espace qui soit participatif et agréable à vivre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les 3 activités qui m'occupent actuellement pendant 6 ans et c'est une activité du coup que je continue de manière très, on va dire, sporadique. C'est la création de sites web. Donc pendant 6 ans, j'ai été indépendant en création de sites web. J'ai collaboré avec une graphiste pendant 2 ans. Mais en gros, donc, c'est une activité qui était sympathique, mais qui ne m'animait pas non plus à 100%. Et il y avait toujours l'idée derrière de créer un projet entrepreneurial, de monter une aventure entrepreneuriale, idéalement autour du vin. Et comme mes compétences étaient autour du web, a priori, ça pouvait allier facilement le numérique. Donc d'où l'idée du réseau social pour les professionnels du vin. Alors, qu'est-ce qui vous animait à la fin de vos études ? Alors, Je pense que vous avez fait quelque chose de plus culturel. de plus culturel. Alors ce qui m'animait effectivement à la fin de mes études, avant le vin, enfin le vin était là quand même, mais on va dire qu'il n'était pas encore au niveau du projet professionnel. En fait, j'ai monté un premier projet en 2011. En 2011, donc, en fait, dans le même temps que j'étais indépendant en création de sites web, j'ai monté un projet qui s'appelait les Ateliers de la Culture. Alors, les Ateliers de la Culture, c'était tout simplement, alors prenons pour vous, Pierre-Henri, quand vous étiez petit et que vous aviez 7-8 ans, quelle est l'activité que vous avez pu faire, l'activité culturelle au sens large ? Du piano, de la guitare, du théâtre ? Vaste question. Un souvenir marquant a priori. Voilà. Voilà. Et pourquoi du coup du piano ? Voilà. Bon, mais c'est à croire que c'était révisé. Du coup, donc c'était cette idée, c'était de dire, on a tous plus ou moins connu ça, en fait, cette idée que cette activité culturelle, en fait, quand on est enfant, on la choisit pas vraiment. Peut-être qu'on a l'impression de la choisir, mais c'est surtout en fait parce que maman et papa connaissent telle et telle chose et que du coup, on va être amené à faire telle pratique culturelle. Et je trouvais ça très dommage en fait qu'on se retrouve avec des enfants qui soient dégoûtés de faire du piano, qui se retrouvent dégoûtés de faire du théâtre, etc. Parce que forcément, quand ce n'est pas une activité qu'on a choisie pleinement, à la fin, on se lasse et finalement, on n'y revient pas forcément. Donc l'idée des ateliers de la culture, c'était de dire, plutôt que de choisir l'activité que maman et papa connaissent, on va vous proposer des événements. Et donc j'ai proposé 3 événements sur Nantes, où j'ai réuni 6 à 10 associations donc de pratiques culturelles nantaises. Et chaque association, du coup, proposait des ateliers de 20 à 30 minutes pour les enfants. Et sur la journée, du coup, les enfants essayaient 3 à 4 ateliers. Et du coup, ils essayaient un peu il y avait dans les plus surprenants, sinon il y avait des choses plus régulières, mais un peu d'accordéon, un peu de sculpture, un peu de cuisine, un peu de théâtre, un peu
plus classiquement du clavier. On avait même invité à un moment donné le musée de l'imprimerie qui avait proposé des ateliers de gravure aux enfants. Et du coup, ça a permis à 150 enfants sur les 3 événements, à 150 enfants de découvrir des pratiques culturelles et de s'éveiller à autre chose que simplement ce que pouvait connaître son entourage familial. Donc c'était une aventure qui était très sympa. Les 3 événements étaient chouettes, mais bien, quand on parle enfant et qu'on parle culture, on a rapidement un problème qui est le modèle économique. Et qu'à un moment donné, quand l'entrée est à 3 € pour chaque enfant, 3 fois 100, ça fait 300 €. Forcément, les recettes ne sont pas grandes. Donc voilà. Donc après, il y a eu beaucoup de recherches de fonds publics et voire également de mécénat qui n'ont pas abouti de manière satisfaisante. Ce qui fait qu'au bout d'1 an et demi, du coup, j'ai arrêté l'aventure des ateliers de la culture pour du coup passer à autre chose. Voilà, ce qui n'a pas été le plus facile, on va dire, à gérer. Mais voilà, il fallait faire entre guillemets, le deuil du projet et puis passer à autre chose. En raison que vous avez fait plus de hobby finalement que du travail. Comment on gagne de l'argent après tout ça C'est quoi le projet maintenant avec le vin? Ah, alors, comment c'est alors, ce qui se passe, donc, en fait, moi, j'ai toujours fait attention à une chose quand j'ai monté un projet professionnel, c'est de garder quand même... l'aventure entrepreneuriale est excitante, mais aussi, le danger, c'est que on peut rapidement, en fait, et on se retrouve rapidement dans une situation financière qui est compliquée. Donc, quand je montais les ateliers de la culture, j'ai quand même gardé en parallèle un peu d'activité de création de site web. Du coup, ce qui m'a permis de garder un petit fonds, on va dire, un petit fonds de roulement qui était à peu près correct. Et surtout, le jour où j'ai décidé d'arrêter les ateliers de la culture, j'ai pu facilement aussi remettre pleinement la machine en marche pour aller rechercher des nouveaux clients, etc., parce que l'activité n'avait jamais complètement cessé. Donc ça, c'était quand même la prudence qui était à avoir, hein, c'était d'avoir cette petite activité annexe de manière à pas perdre trop pied quand l'activité s'arrête. Et du coup, au moment il y a un peu plus d'1 an, de lancer Comca, ça a été la même chose. J'ai toujours gardé du coup l'enseignement dans un coin de manière à avoir là aussi un revenu à peu près correct pour qu'il me laisse à la fois le temps de développer tranquillement mon projet et en même temps de subvenir à mes besoins, on va dire. Il y a une chose que je voulais ajouter, la difficulté, hein, c'est de mettre tous ces œufs dans le même panier et d'aller tout de go dans un projet entrepreneurial, alors que c'est quand même... et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a énormément de monde qui se lance dans ces aventures-là et qu'à un moment donné, il faut savoir aussi être raisonnable et à un moment donné, on va donner le coup d'accélérateur sur le projet, mais uniquement vraiment quand on commencera à sentir que ça prend. Donc voilà. Pourquoi le passage, je crois que vous avez fait un petit passage en market-com quand même. Ouais. Comment ça vous a aidé dans le projet de création d'entreprise? Alors en market-com, donc moi je suis, pour revenir sur le parcours étudiant, on va dire, ouais. Sur mon parcours d'études, hein, j'ai intégré Audencia en parcours parallèle, en admission parallèle. Et à Audencia, en fait, j'ai fait principalement, j'ai fait deux spécialisations, en fait, donc deux spécialisations de fin d'études. Une première dans tout ce qui est entrepreneuriat, donc dirigeant, je ne sais plus comment elle s'appelait exactement, mais entrepreneuriat en gros. Et puis une autre qui était plus dans le secteur culturel, c'était management des institutions culturelles. Donc ce qui était intéressant dans cette spécialité, et puis plus globalement dans l'école, hein, qui est très axé marketing, qui est très axé marketing et gestion. Ça m'a quand même permis d'avoir beaucoup de bases sur notamment au-delà de la gestion financière d'une entreprise, au-delà même du marketing, c'était ne serait-ce qu'avoir une seule chose en tête quand on monte un projet,
c'est comment on va gagner de l'argent. Et dans les ateliers de la culture, j'ai un petit peu omis cette partie, ou tout du moins je l'ai un peu occultée en fermant un œil et en me disant on verra après. La réalité, en fait, c'est que non, quand on monte un projet, la première chose à laquelle il faut penser, c'est comment on va gagner de l'argent, c'est quoi mon modèle économique. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a toujours répété et qui aujourd'hui, là j'étais au salon des entrepreneurs tout à l'heure, sur le stand Nantech, et il y avait des entrepreneurs qui venaient nous demander et mon projet. Bon, j'avais un exemple, c'était quelqu'un qui venait, qui avait un projet sympa, elle veut mettre en relation des personnes qui ont des jardins ou des potagers et des personnes qui veulent s'occuper d'un potager ou d'un jardin. Et du coup, ils veulent mettre en relation ces personnes-là. Donc, le projet peut être sympa. Et je leur ai demandé quel est votre projet, votre modèle économique. Et là, ils m'ont dit, justement, réfléchis. Et juste avant, elle m'avait dit, on participe à plein de concours de start-up pour voir, et puis après, on verra. Et je lui ai dit, mais du coup, vous êtes sélectionné? Et non. Et non, vous n'êtes pas sélectionné parce que tant que vous n'avez pas de modèle économique, déjà, votre entreprise, pour vous-même, ça va être compliqué. Et pour avoir des concours de start-up, là aussi, ce sera compliqué parce qu'on ne va pas vous faire confiance. Si vous ne montrez pas que vous êtes capable de générer de l'argent à un moment donné, on ne vous fera pas confiance sur ce type de projet. Donc c'est ça, ce qui est intéressant quand on est dans ce type de structure, c'est qu'on vous apprend aussi à rationaliser, on va dire, les choses et justement à mettre le cap sur, en l'occurrence, le modèle économique, ce qui est quand même quelque chose d'essentiel. Comment vous l'avez imaginé comme cas pour les limites d'argent Alors, comme cas, en fait, on est parti dans une première idée il y a un an et demi. C'est assez intéressant sur l'évolution en fait du projet, c'est qu'il y a un an et demi, en fait, on est vraiment parti plutôt de mon constat personnel. Donc en fait, je travaille avec une personne qui elle est issue vraiment du marketing pur, puisqu'elle elle travaille pour des groupes comme Lancel, Sonia Rykiel, etc. sur toute la partie cuir. Donc rien à voir avec l'univers dans lequel je suis, mais vraiment dans la partie marketing à ce niveau-là, et développement produit. Donc on est plutôt parti de mon expertise au niveau web, et qui était de dire les outils en fait, pour les vignerons, pour créer un site web, sont trop compliqués, ou ne sont pas forcément adaptés. Donc nous, on va proposer un outil qui va être beaucoup plus simple, pour leur permettre d'avoir un site web sympathique et efficace. Après 6-8 mois d'investigation, et grâce aussi parce que donc on a eu des financements de la BPI qui nous ont permis d'avoir des études de faisabilité, de faire une étude de faisabilité du projet. Donc une étude de faisabilité, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité du coup d'avoir un cabinet avec nous qui nous accompagne pour l'étude de marché et voir si notre projet est réalisable avec un marché tangible et un modèle économique qui tient. Donc après 6-8 mois du coup d'investigation, on a compris le problème des vignerons, et en fait il n'est pas tout à fait là où on l'avait imaginé. Et du coup c'est notre étude de marché qui nous a permis de décaler un peu le projet et de comprendre en fait que les vignerons ils s'en moquent d'avoir un site web parce que pour eux c'est de la com, et le défaut de la communication, et c'est parfois ce qu'on va reprocher, c'est que ça peut être du vent. Et finalement là où en fait le terme communication est devenu un peu galvaudé, c'est qu'en fait on fait croire qu'on communique pour communiquer et pour faire de l'esbrouf. En réalité, quand on propose des outils de communication, on propose des outils pour développer la commercialisation d'un produit. Et la communication, c'est avant tout un moyen de développer son portefeuille client, de mieux commercialiser ses produits. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'un site web vitrine en l'occurrence, est perçu comme un outil de communication au sens bas du terme, c'est-à-dire un outil qui sert juste à me montrer, mais qui en gros n'a pas de répercussion au niveau économique sur mon entreprise. Et ça, aujourd'hui, au niveau des vignerons, le mal est fait et on peut difficilement changer l'image du site web vitrine et on ne peut pas les convaincre que c'est un outil commercial qui va les aider. Donc aujourd'hui, on a bifurqué un peu et on leur propose, et c'est ce qu'on développe actuellement, c'est ce réseau social en fait où ils auront une fiche, type un LinkedIn, et ce réseau social sur lequel vous êtes, eh bien,
il est fermé, il est restreint à des professionnels du vin, à des vignerons. Et donc, du coup, là, la facilité qu'ils ont, c'est qu'ils savent que les personnes qui consultent leur fiche ou leur mini site web, on va dire, ils savent que c'est des personnes qui sont potentiellement intéressées par leurs produits. Donc, ils savent qui vient sur leur fiche et ils n'ont pas l'impression d'être perdus dans un marasme du web. Donc, sur la première version, pour revenir au modèle économique, nous, on avait envisagé de gagner de l'argent du coup, sur de l'abonnement, ce qui se fait très classiquement. C'est qu'on met à disposition du coup, un service et en s'abonnant à ce service, du coup, on peut en bénéficier. Et sur le réseau social, ce sera peu ou prou la même chose dans l'imagination qu'on en a avec des services du coup, de plus en plus personnalisés pour les personnes qui s'abonnent à notre service. Dans ce type de produit, vous regardez des LinkedIn, des Viadeo, etc. Vous avez des offres premium et puis des offres gratuites. Dans ce type de modèle économique, c'est une infime partie en fait qui va financer la masse d'utilisateurs. Et nous, c'est bien l'objectif vers lequel on tend, c'est que du coup, il y ait une petite partie de notre cible, de nos utilisateurs, qui vont financer tous les vignerons, qui vont peut-être créer leur fiche de manière très simple et très légère sur notre réseau social. Vous avez rencontré les vignerons pour leur poser la question. Ah oui. Mais ils sont prêts à investir dans un réseau social verticalisé? Alors beaucoup plus, puisque nous on les a rencontrés sur la partie web, on les a beaucoup interrogés, et puis du coup on les a interrogés sur la partie réseau social aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la partie web, alors déjà, décrocher un rendez-vous avec un vigneron, c'est déjà quelque chose. Il faut arriver à fixer le rendez-vous avec lui, à lui dire qu'on n'est pas des marchands de tapis, donc c'est pas facile. Si un jour vous travaillez avec des gens de la vigne, vous verrez que c'est pas quelque chose de facile. Alors d'ailleurs, à ce propos, c'est pour ça que sur une autre casquette, on a développé avec 8 startups du vin et du numérique nantais. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez Divin par exemple? Non? Vous ne connaissez pas Divin? Non. Alors, vous y viendrez peut-être bientôt. Un jour, vous aurez peut-être envie de déguster du vin de manière élégante, on va dire. Mais Pierre-Henri, non, vous ne connaissez pas non plus? Non? Alors, vous avez une machine qui ressemble, pour faire simple, c'est un peu le Nespresso du vin. Vous avez une machine, vous mettez un flacon de vin dans la machine, le vin est filtré dans la machine, il est aéré et mis à bonne température de manière à avoir une dégustation qui soit parfaite. Et donc ça c'est un projet qui est assez en vue dans l'écosystème numérique nantais, c'est un projet qui est assez en vue, c'est pour ça que je vous disais celui-ci en particulier. Mais en gros, donc on est 8 justement s'être regroupés en un cluster, on va dire, donc une association qui réunit 8 entreprises du vin et du numérique en Loire-Atlantique, de manière à fédérer du coup nos forces, nos problématiques, pour pouvoir s'adresser plus facilement aux vignerons, entre autres, et également pour tout ce qui est après recherche de financement à droite à gauche, c'est aussi plus facile d'être dans un regroupement d'entreprises qui a plus de valeur qu'une seule entité qui va démarcher un à un des vignerons ou des partenaires. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en fait partie à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est plus facile du coup pour démarcher les vignerons, mais malgré tout, le vigneron est quelqu'un d'assez très très occupé tout le temps. Il est toujours dans les champs en train de surveiller sa vigne ou alors derrière en train de gérer les cuves. Donc du coup c'est pas forcément simple à avoir, et quand on échange avec lui, on a souvent des échanges un peu glacés, pas forcément toujours francs, donc on a toujours un peu du mal à cerner les choses. Même quand on croit que la relation de confiance est nouée, ça finit par s'échapper, on ne sait pas de quelle manière. Moi j'ai passé une journée au mois de février dernier à tailler les vignes avec un vigneron, c'était très sympa. Moi j'adore ça, donc j'adore l'environnement du vin, donc c'était un moyen de m'immerger dans le truc, c'était super chouette. Mais c'est pas parce que vous passez une journée avec lui qu'il va vous faire confiance derrière non plus, même s'il vous invite à manger chez lui et qu'il ouvre les meilleures bouteilles pour vous. C'est très, très bizarre, mais c'est comme ça. Mais du coup, en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on lui a parlé d'outils de communication comme le site web, et vraiment, c'est quelque chose qu'il fuit, et je pense que vraiment le terme communication, il souffre beaucoup.
et que le côté, du coup, les gens ont besoin d'outils commerciaux, et que du coup, quand on lui propose un réseau social, alors non pas un plan réseau social, parce que quand on l'appelle réseau social, là aussi, on est sur du vent, mais qu'on lui dit on a un outil commercial qui permet de faire de la mise en relation avec une cible potentielle pour vous, là, par contre, ils sont beaucoup plus réceptifs, et ils vous écoutent et ils disent « Ah oui, donc vous pouvez développer la distribution de notre vin, enfin notre réseau de distribution. » Là, ok, on est prêt à vous écouter. Mais vraiment, il faut avoir quelque chose à leur apporter, quoi. C'est vraiment l'apport, il doit être très perceptible. Et sur ce type de population, c'est 1 euro investi, 10 euros de rentabilité, quoi. Et si on ne leur promet pas ça, c'est quand même très compliqué. Donc c'est des bons pour eux, mais pour vous, ça représente quoi alors? Pour vous, le market et la com aujourd'hui, ou les enjeux, qu'est-ce qui est important? Comment ça se vend? Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus attentifs à ça. Hein. C'est tout ce qui va être autour du ROI, hein, donc du return on investment. Ce retour sur investissement, il est de plus en plus attendu. Et en même temps, c'est de plus en plus normal. Je crois qu'il y a eu une période, alors plus particulièrement au niveau du digital, hein, mais il y a eu une période où tout le monde a dit il faut y aller. Il faut y aller. De n'importe quelle façon, mais il faut être présent en ligne, il faut avoir un site, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Et du coup, tout le monde s'est lancé. D'ailleurs, comme à une époque, tout le monde a dit il faut une page Facebook pour une entreprise, c'est indispensable. Bon, le problème, c'est que du coup, tout le monde s'est lancé. En plus, souvent, les agences de communication ont vendu des choses très chères et qu'il y a eu un certain mal de fait auprès de certaines cibles. Il y a certaines cibles qui s'en sont relevées, qui sont passées à autre chose, etc. Quand on regarde la cible vigneron, typiquement, c'est des personnes qui ont été marquées par ça et qui se rendent bien compte en fait que avoir un site web en soi, ça ne sert pas à grand-chose. Et effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire il y a des outils de communication qui existent, mais derrière, il faut les faire vivre, il faut les animer et il faut les utiliser. Mais il faut être j'aime pas trop le terme, mais il faut être proactif. C'est-à-dire que c'est bien à soi en fait de prendre les devants et de dire c'est pas parce qu'on va pondre un outil de communication que du coup tout de suite on va être vu de notre cible. Non, l'outil de communication il est bien là pour être utilisé et donc si on prend un site web c'est à vous d'aller frapper aux portes quasiment et de dire voilà mon site. Et c'est ça qui va être utile. Et du coup l'enjeu du marketing, en tout cas au niveau du digital aujourd'hui, c'est bien ça, c'est de dire il y a des outils qui existent, qui sont très intéressants, qui sont très pointus. Il y a des réseaux sociaux qui sont très intéressants aussi, qui peuvent être des réseaux sociaux de niche, qui peuvent être des réseaux sociaux professionnels, qui peuvent être des réseaux sociaux généralistes. Mais ce n'est pas le tout d'être présent, mais c'est derrière d'avoir une stratégie commerciale pour développer des communautés, des populations cibles, des clients potentiels. Et derrière, du coup, d'avoir cette stratégie commerciale pour être offensif et dire, bien voilà, j'ai un Twitter. Oui, ok, vous avez un Twitter. Mais derrière, qu'est-ce que je fais? Comment j'y vais? Où est-ce que je vais chercher les gens? Et pas, du coup, se contenter de ce côté communication. Tiens, je vais envoyer un petit message par-ci, un petit message par-là, une newsletter, sans vraiment penser, en fait, à qui je l'envoie. Aujourd'hui, par exemple, la newsletter, hein, je pense que vous êtes assassiné de newsletter. Oui? Non? Vous avez l'impression de recevoir combien de mails par jour? 20, 10. Ouais. Alors en newsletter, je crois qu'il y a un chiffre qui tourne. En gros, les gens ont l'impression de recevoir 33, je crois que c'est ça, c'est 33 newsletters par jour. En réalité, ils en reçoivent 8. Bon, ce qui est déjà pas mal, hein, mais du coup, il y a en plus une impression par rapport à ce qu'on appelle l'infobésité, hein, et en plus cette impression qu'on est submergé. Là, typiquement, en fait, c'est le type de réflexion qui manque aujourd'hui en entreprise, c'est de dire, quand j'envoie un message, à qui est-ce que je l'envoie réellement? Souvent, hein, quand on se retrouve face à des entreprises qui mettent en place des stratégies de communication sur le web, c'est on a un message, et ce message-là, je veux l'envoyer absolument à tout le monde, et je veux que tout le monde le voit. Eh bien, c'est le tort, hein, c'est de vouloir s'adresser à tout le monde avec le même message. Aujourd'hui, l'enjeu, hein, c'est d'arriver à dire ce message-là, il est pour telle cible qui est divisée dans tel segment de ma cible globale. Et vraiment,
l'idée de segmenter au maximum sa communication, elle est essentielle parce que vous avez des personnes qui sont de plus en plus sollicitées, qui ont de moins en moins de temps et qui sont de plus en plus éduquées également à éviter les messages marketing. Donc, si on n'a pas un message qui est percutant, qui est sur une cible bien définie, quasiment une cible de niche, je dirais, on n'est pas capable en fait d'avoir un message efficace. Vous voyez, par exemple, prenons ne serait-ce que la publicité autre sondage. Combien de personnes ici utilisent un adblock sur son navigateur? Ah, pas beaucoup. Ah, qui bloque les publicités sur son navigateur? Ah, ça va encore? Ouais, c'est ça. Tant que ça remonte. Bien, en gros, vous êtes responsable de la destruction du modèle économique du web, hein, globalement, sans vouloir vous accuser, puisque les petits éditeurs, alors prenons le cas du petit éditeur qui a un petit blog et qui essaye d'en vivre, quand vous utilisez Adblock, c'est cette personne-là qui est directement impactée. Ce n'est pas Google, hein. Google il s'en sort encore très bien, il n'y a pas de souci. Donc c'est un problème. Après, si vous avez cette réaction, ce n'est pas tant à cause de ce petit blogueur qui met un petit peu de pub sur son blog. C'est plus à côté du reste qui est complètement invasif et qui du coup vient trop perturber la navigation à un moment donné. Bien, c'est typiquement parce que justement, il y a un moment donné, les messages étaient trop nombreux, non ciblés, que vous avez décidé de les éjecter. Si on arrive à proposer des messages qui sont ciblés et destinés quasiment uniquement à la personne, alors dans ce cas-là, on va retrouver plus de fluidité dans ces techniques de communication qui seront des vraies techniques commerciales optimisées pour une cible en particulier. Mais sinon, dans tous les cas, on retrouvera toujours des situations où on va avoir du rejet de la communication proposée par les entreprises. Pourtant, on a l'impression que le digital, tout le monde veut toujours y aller. Oui, toujours. Les gens ont toujours de plus en plus marre. Est-ce qu'on va parvenir finalement à une vraie humain On y vient. Enfin, en fait, c'est intéressant, il y a plusieurs avis là-dessus. Mais dans tous les cas, le digital propose des choses formidables. Et tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un et en fait, par exemple, le digital ne va pas remplacer le ballon de plage. Et eux, ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais ils veulent quand même remplacer les raquettes de plage. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ont développé une balle connectée. Et ce qui est génial, c'est que cette balle, alors après, vous avez le rapport que vous avez avec la technologie, mais ce qui est sympa avec la balle, en fait, c'est que du coup, une fois que vous avez joué, saura compter le nombre de coups que vous avez fait, éventuellement le nombre de buts que vous avez marqués, je sais pas, le nombre de jongles que vous avez pu faire, etc. Et du coup, on voit que là, du coup, le digital vient pleinement s'inscrire dans quelque chose qui est de l'ordre de plus humain. Et je pense que demain, on va être vraiment vers ça, vers un digital qui va être au service, entre guillemets, de l'humain et que du coup, les deux vont faire corps. Et pas avoir seulement d'un côté le tout 100% digital, parce que le 100% digital, de toute façon, il y a un moment donné, ça va saturer dans tous les cas. Donc dans une communication, eh bien oui, la bonne vieille poignée de main, elle restera. Et aujourd'hui, si vous regardez un petit peu sur Nantes, hein, et moi je suis le premier à le faire, hein, le nombre d'apéros, d'afterwork, etc., qui sont organisés entre les professionnels du web, c'est quelque chose qui est absolument ahurissant. Donc moi-même, j'organise le web apéro nantais, et tous les mois et demi, on réunit 70 personnes pour les mettre en relation. Donc en fait, on a un numerus clausus, hein, on limite à 70 personnes de manière à avoir des rencontres qualitatives. Et on fait de la mise en relation d'indépendants, d'agences web, de personnes qui recherchent des freelances, des personnes qui sont elles-mêmes freelance, ou des personnes qui sont également en recherche d'emploi. Et on les met en relation du coup à travers un afterwork où c'est tout simplement une soirée dans un bar et chacun vient avec sa petite carte de visite qui est là aussi encore bien matérielle et bien en carton. Mais donc du coup, nous on fait cet événement-là, mais il y en a plein d'autres qui existent et c'est bien c'est bien toujours cette problématique et cette nécessité de se rencontrer, quoi. Le besoin de se rencontrer et de développer un réseau physique, il est toujours là et je ne sais pas s'il va disparaître un jour, et je ne pense pas.
Nous, aujourd'hui, pour avancer au niveau professionnel sur Nantes, le réseau, il est que physique. Le réseau, il est que physique. Et s'impliquer dans le réseau, c'est quelque chose qui est essentiel. Aujourd'hui, du coup, moi, j'ai la chance de faire partie on va dire, du collectif Nantech, d'être présent du coup sur le stand Nantech quand il y a un événement. Et c'est quelque chose qui est extrêmement sympathique à faire parce que déjà, c'est sympa de conseiller les entrepreneurs pour leur raconter ce que nous on a fait avant et les aider à trouver les bonnes aides, etc. Mais au-delà de ça, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on sait moi je sais que demain, si j'ai besoin de Nantech et surtout en fait des personnes qui sont derrière Nantech pour m'appuyer sur une chose ou une autre dans mon projet professionnel, je pourrais le faire. Mais par contre, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait du jour au lendemain, quoi. C'est quelque chose que ça fait 3 ans que aussi je m'investis dans des événements. Je ne sais pas, vous entendrez peut-être parler du Web Today, qui est un événement sur Nantes autour du numérique. Ça fait 3 ans où je suis également dans l'équipe au niveau social media pour proposer mon aide à l'équipe qui gère ça. Ça fait également sur d'autres événements où là aussi, bénévolement, on vient donner un coup de main. Parce que là aussi, sur tout ce qui est réseau, on ne développe pas son réseau sans s'impliquer, quoi. À un moment donné, il faut donner aussi du temps et de la compétence de manière gratuite, souvent. Mais du coup, ça permet de donner aussi à d'autres personnes qui vont vous donner en retour à un autre moment. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans 6 mois, mais quand le réseau il est établi avec confiance, ça finit toujours par vous revenir en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc n'hésitez pas à vous impliquer dans différentes choses, dans différents projets. En fait, c'est souvent passionnant et vous allez voir qu'un jour, ça vous reviendra. On ne sait pas comment, des fois ça arrive, tiens, on a un coup de fil d'une personne qui a dit « Ah, j'ai pensé à toi », etc. Et puis vous vous retrouvez à faire des choses qui sont plutôt sympathiques sans vraiment l'avoir cherché et plutôt par surprise. Donner pour recevoir. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, puis il y a une chose dans donner pour recevoir en plus, c'est que dans tous les cas, quand vous rendez service, et c'est ça j'aime bien cette idée-là, mais quand vous donnez, que ce soit sur quelque chose du réseau ou même ailleurs, ne faut pas perdre de vue qu'il y a 2 niveaux de satisfaction qui va être le vôtre. Parce que quand vous investissez dans quelque chose, vous allez voir que c'est plutôt gratifiant et que cette gratification, elle vient vers vous. Et que si en plus vous rendez service à une personne, eh bien l'autre personne va en être reconnaissante. Et vous, en plus, vous allez éprouver de la satisfaction en fait, à avoir aidé cette personne. Mais du coup, il y a à la fois le plaisir égoïste d'avoir cette satisfaction et en même temps la satisfaction d'avoir aidé une autre personne. Donc de ce côté-là, c'est vraiment sympathique à éprouver comme sensation et du coup, c'est tout aussi agréable de pouvoir s'investir dans différents réseaux de cette manière-là. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour les futurs marketeurs, communicants, entrepreneurs qui seront d'ici 2 ans? Parce que nous, on dit toujours la même chose, mais ils ne croient pas. Ouais, il ne vous croit plus. Ce que je vous dirais, je vous ai parlé du réseau et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. D'être curieux du coup, de justement le côté réseau, c'est nécessaire de. J'ai dit quelque chose qui. Non, c'est parce que je pense que si on faisait une étude Ouais. pour savoir quels sont les mots qui reviennent le plus souvent. Ouais. Alors, hors de cette question, la curiosité, La curiosité. je pense qu'elle est citée dans le 99. Ah ouais, mais ça, c'est être curieux. Et être curieux, c'est simplement ouvrir les yeux sur tout ce qui se propose. C'est le 2 décembre, par exemple. Si vous ne savez pas quoi faire le 2 décembre à 19h et qu'il reste des places, mercredi prochain, il y a un événement qui s'appelle le Pecha Kucha. Quelqu'un en a entendu parler ici? Donc vous n'êtes pas curieux. Ils n'ont pas encore eu le prof qui va leur faire la méthode Pecha. Ah, en plus, vous y voir ça. Eh bien alors, avant que vous ayez la méthode Pecha Kucha en cours, allez-y, allez voir ce que c'est. C'est génial. Là aussi, c'est du temps passé. Alors, c'est un mercredi soir à 19h. Je suis d'accord, le vin appelle à bien d'autres choses à 19h le mercredi soir. Mais honnêtement, c'est pour jeudi soir, bon, chacun son jour. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, typiquement, j'y vais, je ne sais pas ce que je vais y trouver.
Parce qu'en fait, j'ai des personnes qui vont être en face de moi, qui vont parler de leur projet, de leur passion. Et si ça se trouve, ça va être nul. Ouais, c'est possible. Si ça se trouve, ça va être vachement bien. Je vais apprendre des choses. Et peut-être même qu'en plus, comme après, il y a une soirée, etc., je vais recroiser ces personnes qui ont parlé de leur projet et je vais échanger avec elles. Peut-être qu'il se passera quelque chose, peut-être qu'il ne se passera rien. Mais en tout cas, il y aura un échange sympa à avoir et un échange qui va se créer. Et donc, être curieux, vraiment, c'est ça. C'est à la fois s'intéresser. Et Pechakucha, ça n'a rien à voir avec le web, rien à voir avec le digital. Peut-être pour les autres, vous pouvez leur expliquer ce que c'est que le Ouais, alors le Pechakucha, vous avez un amphi où il y a 200 personnes qui viennent voir des personnes parler de leur projet. Les personnes, elles viennent parler d'un projet qui peut être à la fois un projet entrepreneurial et à la fois également une passion. La dernière fois, on avait des artistes en photo ou des artistes même de rue, un passionné de Lego qui nous a raconté sa vie autour des Lego, et puis d'autres personnes qui montaient plus à un projet vraiment 100% professionnel. Ces personnes-là, en fait, elles pitchent donc leur projet selon un mode qui est très défini. C'est qu'elles ont, alors si je passe 20 slides de 20 secondes, voilà, c'est ça, c'est le 20 x 20. C'est qu'en gros, toutes les 20 secondes, hop, la slide, elle change automatiquement. Et donc, il faut adapter son discours sur les slides. Les slides, heureusement, c'est les entrepreneurs quand même qui les ont définis. Mais malgré tout, l'exercice est assez difficile. Et c'est très, très inspirant, en fait, parce que vous avez des personnes qui viennent en plus parler de leur projet avec passion, qui ont en plus travaillé leur pitch de manière à vous entraîner dans leur histoire. Et c'est absolument, c'est vraiment un bon moment à passer. C'est le 2 décembre pour tout ça? C'est le 2 décembre et c'est à l'école d'architecture. Donc, juste de l'autre côté. Mais réservez vos places, c'est vite complet quand même. Mais donc voilà, voilà, ce que je vous disais, voilà, c'est qu'il n'y a pas que des choses qui sont 100% orientées sur nos métiers, je dirais de manière générale. Il y a aussi d'autres choses en fait à voir en fait autour de nous et qui peuvent être inspirantes pour vos métiers et même pour, je sais pas, moi je regardais par exemple les premiers ateliers de la culture que j'ai faits, ce sont des relais au Petit Café. Le Petit Café, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un café qui est rue des Olivettes, en l'occurrence qui est un café pour enfants. Et le café est à vendre. Et je ne sais pas, moi je trouvais ça fabuleux, quoi. Et je me suis dit, même que ce soit pour le côté enfant ou pas, mais je me disais, il y a peut-être quelque chose à en faire, quoi. Tiens, il y a un lieu où il y a de la cuisine, c'est hyper sympa. Il y a aussi, pourquoi pas, le côté enfant. Je suis sûr qu'on peut en faire quelque chose, quoi. Mais du coup, c'était simple curiosité, quoi, de se dire, tiens, il y a ce lieu qui est à vendre, tiens, j'irais bien voir, en fait, et imaginer quelque chose. Après, peut-être que c'est des projets un peu fous et nébuleux, mais après, c'est de dire, tiens, malgré tout, c'est de s'abonner à cette page Le Petit Café, là, et de voir ça dans ses actus un jour, se dire, tiens, ça peut m'intéresser. Donc il y a énormément de choses qui se passent. En plus, franchement, on a la chance à Nantes de pas manquer d'événements, de pas manquer de sources d'inspiration. Donc regardez ce qui se passe autour. Et après, dans les métiers vraiment communication, marketing, ou dans les métiers en général, pensez aussi une chose, c'est qu'on ne sera pas tous entrepreneurs. Il y a encore énormément de choses à faire au niveau entrepreneurial, mais pensez aussi qu'on ne sera pas tous entrepreneurs. Et il y a une tendance aujourd'hui quand même à pousser de plus en plus les gens vers la création de leur propre activité. Malgré tout, voilà, on n'a pas tous un profil entrepreneur. Donc c'est toujours, ça peut être palpitant une aventure entrepreneuriale, mais ça peut être aussi très dangereux entre guillemets, dans le sens où le jour où ça s'arrête, c'est quand même assez difficile à surmonter et que voilà, c'est intéressant de doser son effort dans les projets entrepreneuriaux. Il y a aussi d'autres aventures salariales qui sont très intéressantes à mener. Donc voilà, jugez aussi de votre profil et de ce que vous êtes capable de faire. Mais en tout cas, si vous avez des projets dans la tête, n'hésitez pas à les monter parce que l'aventure entrepreneuriale est surtout, je dirais, à 2 ou 3, c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant. Se lancer tout seul, c'est toujours un peu moins gratifiant, un peu plus difficile parce que avoir un soutien en fait dans un projet, c'est quand même chouette. Et lancer une aventure à 2 avec quelqu'un en qui vous avez confiance. D'ailleurs, si vous lancez un jour un projet entrepreneurial, attendez longtemps avant de vous associer. Attendez longtemps. Il n'y a rien qui presse. Apprenez à connaître l'autre, faites des réunions ensemble,
avec des clients, voyez comment ça se passe, commencez à vous confronter aux difficultés du projet, etc. Puis après, vous vous associerez. Mais après, une fois qu'on est associé, c'est ce qu'on dit d'habitude, c'est que c'est pire que le mariage. Hein, donc faites attention quoi, à ce niveau-là. Merci. On va peut-être passer aux questions, si vous avez des questions. Justement, vous nous parlez du profil de l'entrepreneur. Ouais. C'est Alors, le critère du profil, essentiellement, qu'est-ce qu'on a Alors déjà, bon, faut croire en son projet. Ça, c'est une première chose. Et il faut être un peu aveugle, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'au départ, il faut être aveugle, c'est-à-dire vous avez plein de gens qui vous diront que ça ne marchera jamais, ça c'est sûr, qui vous diront « Oh, c'est ça ton idée ?» Bon, oui, ça se fait déjà, ou des choses comme ça. Mais par contre, après, il faut aussi savoir écouter. Et ça, c'est hyper important, c'est savoir écouter son réseau et également des personnes qui peuvent avoir un regard sur votre projet. Et il faut savoir écouter et savoir aussi, du coup, se faire entourer. Ça, c'est extrêmement important. C'est ne pas vouloir jouer tout seul à un moment donné. Parce que là aussi, la notion de réseau, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que votre projet entrepreneurial, vous pourrez le construire peut-être seul dans la mise en œuvre, mais qu'à un moment donné, vous vous appuierez aussi sur d'autres personnes avec qui vous aurez les mêmes problématiques et vous allez vous inscrire dans un écosystème qui est celui-ci. Donc, apprenez à faire confiance à un moment donné. Apprenez à déléguer. Savoir déléguer dans un projet, c'est quelque chose qui est essentiel. Et ça revient en fait à savoir faire confiance. Hein. Quand on ne sait pas faire confiance, monter un projet entrepreneurial, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Parce qu'il y a un moment donné où il faudra s'appuyer sur d'autres personnes. Et puis surtout, il faut avoir peur. Parce qu'il y a un moment donné, avoir peur, c'est bien. Ne pas avoir trop confiance. Hein. Avoir peur, du coup, ça vous permet de garder un peu les pieds sur terre. Mais il y a un moment donné, il faut aussi avoir assez de lâcher prise pour se lancer à 100% dans votre aventure et du coup pouvoir mettre toute l'énergie qu'il faut pour se lancer. Une autre question? Oui, moi je me demandais l'intérêt du réseau social. Enfin, j'avais l'impression qu'en fait c'était un peu que des concurrents qui étaient du coup ensemble. Ouais. Et du coup, je comprends pas l'intérêt en fait. Enfin, je comprends pas Ah, pourquoi c'est-à-dire que vous avez d'un côté les vignerons et de l'autre côté des acheteurs en fait. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est qu'il y a d'un côté des personnes qui vendent du vin et des personnes qui achètent du vin. Aujourd'hui, la problématique du vigneron, c'est que vous avez la grande distribution qui fait beaucoup de mal en fait aux vignerons. Alors ils leur font du mal, pourquoi ? Parce que évidemment ils cherchent à tirer les prix au maximum vers le bas et que du coup la production des vignerons n'est absolument pas valorisée. Donc l'objectif du vigneron, c'est non pas se tourner vers la grande distribution, mais c'est plutôt de diversifier son réseau de distribution. Et diversifier un réseau de distribution, c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles, surtout pour des vignerons qui sont avant tout, et ça c'est un point qui est important, c'est avant tout des agriculteurs. Donc c'est des personnes qui font grandir leurs vignes, qui font leur vin. Bon, alors après, pour le vendre, voilà, si ça pouvait se faire tout seul, ce serait bien. Donc c'est là aussi que du coup on vient avec cet outil leur apporter des solutions. C'est un nouveau canal. C'est un nouveau canal, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça peut être sur le digital, ça peut être sur... J'en ai juste une autre. Ouais. J'en ai sur les vignerons. Ouais. Et en fait, comment vous communiquez au sujet de votre site internet auprès d'eux? C'est tout le temps du... On est obligé de commencer par du porte-à-porte, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'avez pas de... Pour développer un projet entrepreneurial, vous n'avez pas d'autre choix que de vous appuyer sur des cautions, on va dire. Et une caution, c'est quoi ? C'est justement des personnes qui vont vous faire confiance. Et des personnes qui vont vous faire confiance, et ben sur Internet, il n'y a personne qui vous fera confiance. C'est-à-dire que vous serez obligé d'aller d'abord tisser un réseau de proximité. Et une fois que vous aurez tissé ce réseau de proximité, vous pourrez développer de manière plus large. Parce que, une fois qu'on a développé un réseau de proximité, forcément ça se répand de manière plus large. Mais la nécessité de frapper à la porte et d'avoir une relation de confiance avec les personnes avec lesquelles vous allez travailler, elle est nécessaire. Donc on va dire qu'aujourd'hui, pour démarrer un projet,
n'y a aucune campagne publicitaire qui va remplacer l'embryon que vous allez développer sur un réseau vraiment de proximité et de connaissances fines des personnes. D'autres questions? Pas de questions? Alors justement, ça c'est une partie qu'on n'a pas encore tout à fait définie. En fait, dans les acheteurs de vin, vous avez énormément de personnes. Et dans les acheteurs de vin professionnels, vous avez les cavistes, ce qu'on appelle la CHR, hein, caviste, café, café, hôtel, restaurant. Et puis vous avez du coup après tout ce qui est plutôt de l'autre côté, négociant et grande distribution. Donc c'est du coup là, pour l'instant, on n'a pas ouvert à cette partie-là, mais c'est une question qui est en suspens, en questionnement. Je crois que toutes ces questions sous-jacentes veulent dire, en fait, est-ce que vous êtes prêt à donner un projet pédagogique aux étudiants sur le démarrage de cette business. Ça a l'air de vous intéresser. Projet pédagogique, oui. Études, marketing. Pourquoi pas, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? C'est tout bon? Tout est clair? Bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci.